Allez, c'est parti pour notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept qui fait énormément de bruit dans la fonction publique territoriale, le fameux management intergénérationnel. C'est un vrai mot à la mode, non? Mais honnêtement, est-ce que c'est une vraie solution miracle ou juste un écran de fumée qui cache des problèmes beaucoup plus profonds? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble en creusant les données et les réalités du terrain. Alors, pour structurer un peu tout ça, on va passer par 6 étapes. D'abord, les générations au travail, puis ce fameux piège des étiquettes, le défi de l'individualisation, la réalité du terrain, le management pragmatique et enfin, on terminera sur l'enjeu RH stratégique. Bref, on a du pain sur la planche, alors on s'y met tout de suite. Première partie donc, les générations au travail. Parce que oui, les équipes du secteur public local n'ont tout simplement jamais connu une telle diversité dans les open space. 4. C'est le chiffre à retenir ici. C'est complètement inédit. On a actuellement 4 générations distinctes qui cohabitent tous les jours dans les mêmes services. On a des agents qui sont à 2 doigts de la retraite et qui croisent tous les matins des jeunes recrues toutes fraîches ou des contractuels qui débarquent du privé. Et forcément, ça crée des rapports à l'autorité et au temps de travail qui n'ont absolument rien à voir. Pour vous donner une idée plus précise avec cette frise chronologique, on part des baby-boomers nés juste après-guerre, on passe par la génération X, puis les fameux millennials, jusqu'à la génération Z qui fait son entrée en force. Cet étalement démographique, il est hyper vaste, et c'est souvent cette grille de lecture qui sert de base quand on essaye de comprendre les dynamiques au sein d'une équipe. Ce tableau illustre parfaitement les grandes tendances dont on entend tout le temps parler. Les baby-boomers, très attachés à la loyauté institutionnelle et à la hiérarchie, la génération X, super axée sur l'autonomie et les résultats, les millennials qui cherchaient du sens et ont besoin de retours constants, et puis la génération Z à fond sur l'immédiateté et la flexibilité. Mais attention, on met un gros frein tout de suite. Ce sont des repères utiles, oui, mais ce ne sont en aucun cas des vérités absolues. Et ça nous amène directement à notre deuxième point. Le piège des étiquettes et surtout pourquoi ces stéréotypes se plantent complètement. Vouloir manager des gens uniquement sur leur année de naissance. En fait, c'est une erreur RH magistrale. C'est très simple. D'un côté, on a l'erreur classique, se dire qu'un agent senior va forcément détester les nouveaux outils numériques ou qu'un jeune de 25 ans va par défaut manquer d'engagement. C'est non seulement faux, mais c'est totalement contre-productif. De l'autre côté, la vraie réalité du terrain est tenace. Les parcours de vie, l'environnement personnel et l'expérience d'une personne pèsent 1 million de fois plus lourd que son âge. On peut carrément avoir un jeune très attaché aux règles strictes et un senior passionné par les dernières technos. D'ailleurs, les documents sources qu'on analyse le disent très clairement. Je cite, « Le véritable levier managérial n'est donc pas de connaître parfaitement chaque génération, il réside dans la capacité du manager à développer une lecture fine des besoins individuels. » Fin de citation. C'est vraiment le cœur du sujet. L'individualisation, et non pas la catégorisation par âge, c'est ça la clé du management moderne. On passe donc à la troisième partie, le défi de l'individualisation. Parce que le management standardisé, l'ancien modèle uniforme de la fonction publique, il est tout simplement en train de s'effondrer. C'est un fait, appliquer la même recette à tout le monde aujourd'hui, ça produit littéralement l'effet inverse de ce qu'on veut. Si on est trop directif avec quelqu'un de très autonome, on va complètement le démotiver. À l'inverse, si on laisse trop de liberté à quelqu'un qui a besoin d'un cadre strict, on va le plonger dans l'insécurité totale. Le rôle du manager devient un vrai numéro d'équilibriste. Alors, le point crucial, c'est ce casse-tête permanent. D'un côté, on a une très forte demande de management hyper personnalisé de la part des agents, mais de l'autre, on est dans le service public. Il y a des contraintes absolues, des règles communes, des procédures identiques et la continuité du service. On ne peut pas transformer le management en un menu à la carte, sinon on crée de l'injustice et on détruit la cohésion. Le défi, c'est donc d'adapter son approche individuelle sans jamais briser le cadre collectif. Sauf que voilà, passons à la partie 4, la réalité du terrain. Et là, c'est un peu la douche froide. Parce que c'est bien beau la théorie managériale, mais elle se heurte violemment à la surcharge des managers sur le terrain. Regardez un peu le quotidien d'un cadre territorial, ça donne le vertige. Les réunions qui n'en finissent plus, des urgences à gérer en permanence, le casse-tête des absences, le suivi du budget, les rapports à rédiger, les conflits à apaiser. L'agenda est tellement explosé qu'on se demande sérieusement s'il ne faut pas être un super-héros pour s'en sortir. Du coup, une question s'impose d'elle-même. Est-ce que les managers peuvent vraiment investir du temps dans cette fameuse compréhension individuelle? Est-ce qu'on peut décemment demander à un encadrant d'être à la fois psy, coach de vie et médiateur, alors qu'il a à peine le temps de traiter les urgences du jour?
Eh bien, la réponse est implacable, c'est matériellement impossible. Exiger des managers qu'ils soient parfaits sur absolument tous les fronts, ça mène tout droit au point de rupture. C'est d'ailleurs un facteur majeur de burn-out aujourd'hui. Et le résultat direct, c'est qu'on bascule vers un management défensif, ultra rigide, où le dialogue finit par disparaître sous la pression. Mais alors, on fait quoi? On aborde la partie 5, le management pragmatique. Face à ce constat plutôt rude, il y a heureusement des solutions hyper concrètes et réalisables. L'analyse nous propose un plan d'action redoutablement efficace. Pas besoin de grandes théories complexes. Étape 1, clarifier les rôles et les attentes. Étape 2, expliquer les décisions pour donner du sens. Étape 3, reconnaître le travail fourni. Et enfin, étape 4, créer des échanges courts mais réguliers. C'est basique, mais ces étapes rapides apportent énormément de stabilité sans demander au manager de se transformer en psychologue comportemental. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est cette notion de lecture managériale pragmatique. En gros, c'est juste la capacité à capter rapidement ce dont un agent a besoin pour bien travailler. Est-ce qu'il veut de l'autonomie, un cadre sécurisant, de la reconnaissance? Sécuriser ces quelques fondamentaux, ça permet d'éviter l'écrasante majorité des conflits quotidiens, tout en gardant une charge de travail tenable pour le manager. Ce qui nous amène à notre toute dernière partie, un enjeu RH stratégique. Parce qu'on l'a bien compris, cette responsabilité immense ne peut plus reposer uniquement sur les épaules du manager de proximité. On parle de problèmes qui sont profonds et systémiques. Les galères monstres pour recruter, l'explosion des tensions, l'usure professionnelle et la transformation radicale de ce que les gens attendent du travail. C'est plus seulement le problème des managers, ça exige que les directions générales et les services RH prennent les choses en main pour structurer des politiques globales de soutien. Il y a cette phrase dans les sources qui résume parfaitement la situation. Le véritable enjeu n'est plus de savoir comment manager une génération particulière, il consiste à construire un système managérial capable de faire cohabiter durablement des attentes différentes. C'est vraiment la thèse centrale ici. Former un manager dans son coin, ça ne suffit plus. Il faut une vraie cohérence collective à l'échelle de toute l'organisation. Surtout qu'au final, si on gratte un peu sous les jolis labels de génération Z ou baby boomers, la nature humaine reste remarquablement constante. Absolument tout le monde a besoin de respect, de se sentir utile, d'avoir de la reconnaissance pour ses efforts, d'être en sécurité professionnelle et de bosser dans une bonne ambiance. La forme change, c'est vrai, mais les besoins de fond sont identiques. Alors pour conclure ce décryptage, la vraie question qu'il faut se poser, elle est là. L'organisation est-elle vraiment prête à construire ce nouveau système managérial durable? Est-elle prête à arrêter de blâmer l'âge des collaborateurs pour enfin repenser le fonctionnement global? C'est une réflexion essentielle à mener dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très vite pour décrypter de nouveaux sujets passionnants.